Sinon, en temps là, c'était vraiment, quel que soit le moment, si vous arrivez ici, c'était bien. Malheureusement, bon, ce n'est plus ça. Bon, mais comme ils viennent de démarrer ça pas longtemps, c'était en 2019 là, lors du show. Voilà. Sinon, en tout cas, c'est bien. Le cadre est intéressant. Au bord de l'eau, ça va. Il faut qu'il y ait encore plus d'arbres. Et vraiment, il faut qu'on arrose pour que ça puisse vivre. Alors, s'il y avait beaucoup d'arbres, ça allait être un peu plus intéressant. On va aller sur votre domaine. Okay. Ce matin, vous avez bénéficié d'un prêt. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire avec la somme que vous avez obtenue? Ok, voilà, c'est pour permettre maintenant de payer la matière première auprès des producteurs au comptant. D'habitude, nous, on paye ça à crédit. Et on a des difficultés, on met à l'aise même les producteurs pour qu'ils retournent dans leur champ. Mais comme il y a ce financement, ça va me permettre de payer le riz paddy cash auprès des producteurs maintenant. Et puis voilà. Là, c'est rare qu'une banque accepte de donner des crédits à un agriculteur. Mais comment vous trouvez ça? Bon, pourtant, c'est parce que ça dépend de l'organisation. Puisque avec la filière riz, c'est composé de beaucoup de moyens. Mais le moyen qu'on pouvait financer normalement pour que ça aille partout, c'était la transformation. Parce que même la transformation appuie la production et même la commercialisation. Mais maintenant, si dans la filière, il y a un qui est financé, je pense que ça va. Ça veut dire que le risque là, c'est quand c'est les producteurs. Voilà, là, il y a du risque. Voilà, si après, mais la transformation, c'est après la production. Ça veut dire que le produit est là. Et maintenant, voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a moins de risques. Ça va à Bagri, ici, on a moins de terrain. Voilà, sinon, moi particulièrement, je suis le président régional des producteurs de riz du Centre-Est. Je suis le secrétaire général de l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina. Mais la production de riz, ce n'est pas comme les autres cultures. Donc, tu ne peux pas avoir une grande superficie propre à toi. Voilà, ça veut dire qu'à Bagri, c'est 1 hectare. Mais moi, je produis plus de 17 hectares, mais c'est des parcelles louées. Ça veut dire que tu ne peux pas te contenter avec le seul hectare là pour devenir producteur. Alors que bon, voilà. Ça fait que nous jouons beaucoup de jeux et les gens ne veulent pas comprendre. Si tu restes dans le seul hectare là, c'est compliqué. Voilà, alors que bon, souvent, il faut aller un peu de l'avant. Ça fait que la transformation, ça c'est la capacité de l'usine. Il transforme annuellement 800 tonnes de riz paddy. Voilà, en moyenne 800 tonnes. Bon, comme c'est un début, il y a de quoi que sinon, le financement là, il a fallu qu'il y ait, juste dans le financement là, au moment où nous on a voulu contracter le crédit, on a contracté le crédit à base de 150 le kilo, 160. Actuellement nous sommes à 175 francs le paddy. Voilà, ça fait que bon, il y a des difficultés, bon, mais comme c'est un début, je pense qu'avec le temps, on va parfaire ça. Puisque j'ai signé des contrats avec des mairies. Et ça veut dire qu'une fois que tu livres là, le compte là est domicilié à la BADF. Ça veut dire directement de la mairie, c'est directement là-bas. C'est quand tu vas finir de payer maintenant, ce qui reste là-bas là, qu'on va te donner. Voilà, c'est ce système-là que nous avons. Même si avec les grossistes à Ouagadougou, on domicilie, puisqu'on fait avec des bordereaux de livraison. Et quand on voit que ces choses maintenant, ils vivent directement dans le compte BADF. Voilà, je pense que bon, on va attendre, sinon bon, on n'a pas beaucoup peur. Ouais, on n'a pas beaucoup peur. Oui, moi c'est Dr Welmi Sama. Je suis un chef d'entreprise qui évolue dans l'agro-business. Le site écotouristique de Bagri, il faut le dire, c'est un site qui est au bord du barrage. On a l'impression qu'on est au bord de mer. Ils ont déjà commencé un aménagement et nous pensons qu'ici on investit. On ouvre les sites à des promoteurs touristiques. Les gens pourront l'exploiter et créer des espaces avec des parties de plaisir, des endroits pour bien se loger et de passer des belles vacances. C'est vraiment un site dont le potentiel doit être amélioré et dont on doit ouvrir aux promoteurs touristiques et culturels. Et déjà derrière vous, nous avons un site touristique avec une hôtellerie, des maisons passées par ça. Et sur ce point, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut dire que j'ai peut-être passé 2 nuits ici dans le cadre des activités de Bagri.
c'est bien aménagé, mais comme on le dit, en gestion publique, c'est toujours compliqué. Notre vision est que ces gens de sites soient confiés à des privés qui vont vraiment mieux faire sa promotion et l'améliorer. Parce qu'il me semble qu'à l'État tienne la gestion des structures publiques dans le cadre du croissant de l'agriculture. Ça fait que les gens ne sont pas beaucoup, bousculent pas beaucoup. Ils ne font pas de la publicité. Il faut venir à Bagré pour savoir que ça existe. Ça, c'est un manque de promotion. Voilà. Donc, alors que si c'est des hommes d'affaires qui cherchent l'argent, rapidement dans vos radios et télé, vous allez voir que c'est un site qui sera très bien lancé. Voilà. À l'instant, c'était quelques producteurs du riz du côté donc de Bagré. Et je rappelle que c'est justement la localité qui nous accueille pour la rubrique à la découverte 2. Nous vous présentons Bagré Pôle et nous vous présentons surtout le centre écotouristique de Bagré Pôle. Pour la suite, nous vous invitons à une balade musicale et c'est avec l'artiste rappeur burkinabé Smarty, Ombre de la nuit. C'est parti. Petite fille de mon quartier, elle avait toutes les qualités. Malgré toute l'instabilité sous son sourire qui cachait sa fragilité. Elle était née de parents pauvres qui toute leur vie n'ont fait qu'œuvrer à lui enseigner que la vie est faite de coups de pierre et d'immoralité. Mais aujourd'hui la vie la combat. Un homme veut lui mettre la bague au doigt. Ses parents ne lui laissent pas le choix. Elle ne voit que le rouge de la cola. Arrive un homme qui lui dit viens dans mes bras. Dis-moi ce que t'as, dis-moi tout, raconte-moi. T'es tellement belle, n'aie pas peur, approche-moi. Parle-moi tout bas, je prendrai soin de toi. Ma petite fille fuit les ombres de la nuit, de la nuit. Petite fille fuit les ombres de la nuit, de la nuit. Tu viens croiser le diable, fuis, fuis, fuis. Tu viens croiser le diable, fuis, fuis. Mais que vaut ma virginité face à la dure réalité? Se dit-elle dans ce nouveau foyer, au bras de celui qui l'a mariée. Il posa un sourire endiablé aux yeux d'une fille fragilisée. Respectant les rites coutumiers, un ange va se déshabiller. Elle se laissa tomber dans les draps, elle s'est mise un temps dans le coma. Elle ferma les yeux pour ne pas le voir, mais elle ne cesse encore d'entendre sa voix. Celle d'un homme qui lui dit viens dans mes bras. Dis-moi ce que t'as, dis-moi tout, raconte-moi. T'es tellement belle, n'aie pas peur, approche-moi. Parle-moi tout bas, je prendrai soin de toi. Ma petite fille fuit les ombres de la nuit, de la nuit. Petite fille fuit les ombres de la nuit, de la nuit. Tu viens croiser le diable, fuis, fuis, fuis. Tu viens croiser le diable, fuis, fuis. C'est un clip de Smarty qui invite à réfléchir, non au mariage des enfants, non au mariage des mineurs. Alors, nous espérons que le message est très bien passé. Maintenant, on va s'informer. C'est le tour vraiment de l'actualité nationale et internationale avec Adèle que nous retrouvons juste après ça.
bien installée sur ce plateau. Bonjour Adèle, bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous tes téléspectateurs. Ravi de te retrouver encore aujourd'hui. Ravi également. Alors, nous débutons par quel journal? Eh bien aujourd'hui, nous commençons avec Aujourd'hui au Faso. Ce journal a à sa une ce mercredi matin, ou plutôt ce jeudi matin, journée mondiale contre l'hépatite, s'investir pleinement pour l'élimination de la maladie. CENI, les nouveaux commissaires prêtent serment aujourd'hui. Confirmation de la condamnation de Théodorin Obiang en France, des biens mal poisseux pour un fils à président. Coopération Burkina Faso-Suisse, un accord pour accroître les performances de l'administration fiscale. Contrôle des prix et de la qualité des produits, 315 agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ont prêté serment. Passons au journal Le Quotidien. Le Quotidien nous ramène en Côte d'Ivoire pour suivre les conclusions du 9e TAC et le journal titre à cet effet recommandation du 9e TAC, rien de concret concernant l'autoroute et la réouverture des frontières. Renforcement des capacités opérationnelles de l'administration fiscale, plus de 3 milliards de francs CFA accordés à la Direction générale des impôts. Contrôle des prix et de la qualité des produits, 315 agents du MICA prêtent serment. Prévention de la sexualité précoce, de la gestion des grossesse et mariage d'enfants en milieu scolaire, un guide disponible. Nous sommes à présent avec l'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso. À la une de ce journal, on peut lire Réconciliation nationale à Caen, Roch-Marc Christian Kaboré et Blaise Compaoré, une interrogation. Situation nationale, on ne peut pas porter un bonnet et faire de la politique. Encombrement du domaine public à Bobo, usagers de la route cherchent passage. Au bassin, les éditeurs de presse privée chez Célestin Koussoubé. Thierry Fashion, la longue histoire de Fatimata Marceline qui, école de formation de la relève sportive, une compétition à Bobo pour évaluer le niveau des pensionnaires. Nous sommes à présent avec l'Observateur Palga. L'Obs nous affiche à sa une ce jeudi matin Association SOS Hépatite Burkina. Le ministère de la Santé doit agir sans attendre. Récusation du Saonaba, le MPC invite l'opposition à revoir sa copie. UACO 2021. Pas de remaniement dans le comité national d'organisation. Leadership féminin, les parlementaires veulent être plus influentes. Confiscation bien Théodorin Obiang, une condamnation qui ne l'empêchera pas de dormir. Relations bilatérales, Chine-États-Unis, Wang Yi réitère les exigences de son pays. Voyons la une de Le Pays. Le Pays nous affiche un grand titre. Idrissa Nogo, coordonnateur du MPC, à propos de la guéguerre autour de la formation de la CENI. Cette palabre politique est la conséquence du mariage incestueux entre la chefferie traditionnelle et le pouvoir politique selon Idrissa Nogo. Jean-Yves Ouoba, secrétaire général de l'USTB, à propos des appels à la démission du DG de la CNSS. En ce qui nous concerne, nous n'avons constaté aucune forme d'irrégularité en matière de gestion. Dans la rubrique Révélation du journal Le Pays ce matin, CENI, la prestation de serment des nouveaux commissaires aura lieu aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Santé et bien-être social, des conseils pour faire baisser le taux de cholestérol.
Conseil conjoint du gouvernement, 2 accords signés, c'est relatif au 9e TAC tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tournoi UFOAB de la Ligue des champions féminines de club. Les Colombes de l'USFA qualifiées pour les demi-finales. Et dans la rubrique Actu Foot, JO, Bourreau de l'Allemagne, la Côte d'Ivoire se qualifie en quart. Courrier confidentiel, ce journal indépendant d'enquête paraissant les 5, 15 et 25 du mois, nous revient avec son numéro 242. Pour ce mois de juillet, nous pouvons lire « Riposte contre la Covid-19 ». Des travailleurs réclament plus de 950 millions de francs CFA à l'État. Un policier au front crache ses vérités. Le ministère de la Sécurité réagit. Écoute téléphonique au Burkina. Plus de 300 personnes dans le viseur des services de renseignement. Voilà ce qu'on retient comme information ce jeudi matin. Merci Adèle. Place maintenant aux commentaires. Et nous parlons de la CENI qui continue de faire l'actualité. Et en principe, les commissaires de la CENI doivent prêter serment ce matin même. Apparemment, c'est débloqué à la CENI parce que vous vous en rappellerez, la semaine dernière, nous étions avec les quotidiens. Et l'Express du Faso avait titré à sa une mercredi passé, c'est bloqué à la CENI. Et un communiqué venant du Conseil constitutionnel hier nous apprend que apparemment la situation se débloque. En tout cas, ce matin, le rendez-vous est prévu dans la salle des conférences du Conseil constitutionnel pour la cérémonie solennelle de prestation de serment des 15 commissaires de la CENI. Donc, des commissaires qui vont former la nouvelle équipe dirigeante de la CENI pour les 5 prochaines années. Ce matin, donc, les 5 commissaires doivent être devant le Conseil constitutionnel pour prêter serment. Et selon l'ordonnance du président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, publiée hier, on retient que Yamba Malik Sawadgo et 14 autres personnes devraient donc en tout cas prêter serment ce matin. Donc, avec ta permission, on a la liste des 15 commissaires qui doivent prêter serment. Il s'agit donc pour le camp de la majorité, Yamba Malik Sawadgo, qui est comptable, Madame Mama Tatiandre Beoko, administrateur parlementaire, Palgim Sambaré, commissaire de police à la retraite, Aboubakar Diallo, comptable à la retraite, Ousmane Ouedraogo, inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Maintenant, pour ce qui est des commissaires de l'opposition, on a Aboubakar Riliwende Savadogo, instituteur, Roud Sanwa Omar Ouedraogo, gestionnaire, Tassere Savadogo, gestionnaire, Karfa Sora, gestionnaire, Issa Balima, juriste. Maintenant, pour les représentants des organisations de la société civile, nous avons pour le compte de la communauté catholique, Élisée Ouedraogo, magistrat. Pour le compte de la communauté musulmane, Adam Akafando, magistrat également. Pour le compte de la communauté protestante, nous avons Augustin Bado, il est pasteur. Et maintenant, pour le compte des autorités coutumières, on a bien évidemment le Saonaba, qui est administrateur civil à la retraite. On était suspendu à tes lèvres pour voir si le bien nom évidemment, avait changé le nom est toujours là, le nom y figure parce que apparemment la chefferie coutumière n'a pas changé de nom. D'accord. C'est toujours le Saonaba qui est cité pour le compte de la chefferie coutumière et qui doit donc prêter serment ce matin. Et enfin, pour terminer, pour le compte des associations de défense des droits humains, nous avons Abdoul Tassambedo, il est commerçant. Donc, le rendez-vous, c'est à 10h devant le Conseil constitutionnel. Mais quand qu'est-ce on qui parcourt, peut se passer? C'est la question qu'on se pose. Quand j'ai parcouru les journaux ce matin, alors, dans les lignes de aujourd'hui au Faso, on nous apprend que l'opposition pourrait encore briller de par son absence ce matin.
C'est l'information donnée ce matin. Donc la cérémonie prévue à 10h pourrait se faire sans l'opposition une fois de plus. Donc pour la 3e fois, l'opposition décide de boycotter la cérémonie de prestation de serment parce qu'elle récuse le Saonaba qui est présenté comme politiquement affiché, comme partisan du parti au pouvoir, le MPP, parce que selon l'information donnée par l'opposition, on a bien vu le Saonaba battre campagne pour le candidat de sa zone, en la personne pour le MPP, mais aussi, je parle des législatives, mais aussi pour la présidentielle, il a battu campagne pour le candidat du MPP, donc le président Roch-Marc Christian Kabore. Mais avant ça, il a été connu dans les rangs du CDP comme député, et donc pour l'opposition, il est suffisamment politique et il n'est pas bon que un homme politique visiblement affiché prête serment comme commissaire de la CENI, parce que comme on le sait tous, ce qui frappe les commissaires de la CENI, c'est la neutralité. Vous n'avez pas à vous mêler des affaires politiques, et cette position de l'opposition ne convient pas aussi aux organisations de la société civile. Il y a le réseau des mouvements qui est aussi gêné par certains commissaires de la CENI, présentés aussi comme politiquement affichés. On parle de Issa Baliman qui est président de parti. On parle aussi de Réli-Wende Savadogo qui est affiché au CDP. On parle aussi de Tassere Savadogo qui est affiché à l'ADF-RDA, et donc pour cette organisation de la société civile, l'opposition doit aussi revoir sa copie. Et ce matin, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ce qui est dit. Il semble que l'opposition ne va pas participer à la cérémonie. Donc, on attend à 10h pour voir quelle est la posture que va adopter l'opposition politique. Mais il faut signaler que cette convocation est faite par le Conseil constitutionnel. La dernière fois, c'était le ministère de l'administration territoriale qui avait convoqué les commissaires, et le chef de file de l'opposition politique avait, dans une lettre adressée au ministère, récusé le Saonaba pour son appartenance politique. Mais on se rappelle aussi que le ministre Clément Sawadogo avait dit qu'il n'y avait pas de matériel juridique. Il n'y avait pas de matériel pour apprécier la récusation de l'opposition politique, parce que ce que dit le code électoral, c'est que chaque parti doit amener ses représentants, et il n'est pas dit expressément dans la loi que les partis doivent récuser les représentants des autres partis. Et donc, ils ne font que prendre acte et ils font avec. Et donc, pour Clément Sawadogo, on ne doit pas récuser des représentants de tel ou tel camp. On doit faire avec. Si l'organisation a envoyé ses représentants, on forme l'équipe. Mais à partir du moment où ils sont dans l'équipe, ils sont maintenant frappés par la neutralité, puisqu'ils ne doivent pas prétendre à un poste électif dans un parti politique. Ils ne doivent pas non plus, après prestation de serment, militer dans un parti politique. Ils sont neutres dans la CENI et ils organisent les élections pour le Burkina Faso. Et donc, ce matin, la cérémonie est prévue pour 10h. Savane Média y sera et les téléspectateurs seront informés. D'accord. Alors, deuxième sujet, et là on part à Bobo-Dioulasso pour parler de ce pont endommagé, et c'est à proximité d'un poste de péage. C'est à Bobo-Dioulasso, à l'entrée donc de Bobo-Dioulasso, entre le village de Côté-Dougou et le poste de péage. C'est un communiqué donc du ministère en charge des infrastructures qui informe les usagers de cette route-là, la route nationale numéro 1, qu'il y a un pont justement qui existe à l'entrée de Bobo-Dioulasso et les usagers sont invités à la prudence. Selon le communiqué du ministère, il s'agit d'un ranivement sous la chaussée, créant donc une cavité à proximité du péage. On parle de 600 mètres entre le village de Côté-Dougou et le poste de péage. Et donc, selon les investigations faites par les services techniques du ministère des infrastructures, la situation est due à un fonçage exécuté par l'ONATEL pour passer la fibre optique. Donc, l'ONATEL a creusé pour faire passer la fibre optique et donc, ça a endommagé la structure donc, de la chaussée.
et le trafic est fermé pour l'instant. La circulation est fermée à ce niveau. Les véhicules ne peuvent pas passer et le ministère invite justement à respecter la mesure parce que le ministère informe aussi que des dispositions sont prises pour arranger la situation et pour ne pas créer d'autres désagréments sur la route. Et donc, prudence dans cette partie de la route nationale numéro 1 à l'entrée de Bobo. Il faut être prudent. Le constat a été fait hier mercredi et certainement que les gens ne sont pas assez informés. Et si vous n'êtes pas informé, que vous prenez la voie, vous pourrez être surpris par ce désagrément. Donc, prudence. C'est sûr que cette journée-là, on va assister à des plaintes. Exactement. Les gens ne sont pas informés parce que c'est hier, mercredi seulement, que le constat a été fait. Ceux qui sont fréquents, par exemple, sur le trafic pourront voir, mais ceux qui avaient prévu un voyage, par exemple, ce matin ou avant qu'on ne découvre là, vont certainement tomber. Donc, prudence, informez ceux que vous pouvez informer pour ne pas qu'il y ait des désagréments. Bien sûr. Et de toute façon, respecter. Parce que c'est comme ça. Hein. Il ne faut pas forcer pour passer. Des gens qui vont s'arrêter justement à côté du pont, qui vont voir est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pour passer quoi. Mais quand vraiment les autorités vous disent prudence, ne faites pas et autres, vaut mieux respecter, vaut mieux ne pas voyager aujourd'hui et voyager les jours à venir que ça de forcer. Voilà. Alors, Adèle, on termine par l'actualité internationale et on s'intéresse à cette condamnation du président. Non, le fils du président, voilà, le fils du président équato-guinéen. 3 ans de prison, donc, avec sursis pour le fils du président équato-guinéen. On se demande ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il s'agit de Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen Théodora Obiang Nguema. Alors, Théodorin Obiang, le fils du président, est condamné pour détournement de fonds publics, pour blanchiment de capitaux. Et il a été condamné en France. C'est la cour française qui l'a condamné. Il a d'abord été condamné en première instance en 2017 pour les faits cités, pour des faits qui auraient été commis entre 1997 et 2011. Donc, la Cour de Paris l'a condamné à 3 ans avec sursis et une amende qu'il devrait verser, une amende de près de 20 milliards de francs CFA. Il avait poursuivi l'audience parce qu'il avait déposé des recours pour contester la condamnation de la Cour de Paris, parce que selon ses avocats, la Cour de Paris n'était pas habilitée à condamner quelqu'un pour des faits commis à l'étranger. Voilà, et ils avaient protesté, mais hier, mercredi, la Cour de cassation de Paris a rejeté le pourvoi des avocats de Théodorin Obiang et il n'a maintenant que le dernier recours, la Cour européenne. Il ne peut que déposer un dernier recours à la Cour européenne pour protester contre le verdict de la Cour de cassation de Paris. Je précise que Théodorin Obiang, pour ceux qui connaissent un peu la situation de la Guinée équatoriale, connaissent un peu comment ce fils du président vit. Il est présenté comme quelqu'un qui vit comme un prince saoudien, des dépenses calamineuses, alors des dépenses fortes, avec une vie d'un prince. Il dépense l'argent de son père qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans, on parle de 42 ans maintenant qu'il est au pouvoir, et donc bien évidemment il y a confusion entre bien public et bien privé. Et Théodorin Obiang est aujourd'hui le vice-président de son père, il est donc le vice-président de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, l'Observateur Palga nous fait voir un peu le patrimoine de Théodorin Obiang, un patrimoine qui est estimé en France seulement à 99 milliards de francs CFA. Et selon l'Observateur Palga, c'est ce qui se trouve en France. C'est ce qui se trouve en France. Les 99 milliards, c'est seulement ce qu'il y a en France. On ne parle pas de son patrimoine en Guinée équatoriale, on ne parle pas de son patrimoine dans les autres pays, parce que c'est clair qu'il a d'autres comptes dans d'autres pays. Mais en France, ce qu'on connaît, c'est 99 milliards de francs CFA. Ce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Et cet extrait de l'Observateur Palga, dans la rubrique Regard, dit tout.
Alors, on dit son patrimoine comprend un parc automobile impressionnant où on trouve Bentley, Ferrari, Bugatti, Lamborghini et autres voitures de luxe, sans oublier un yacht et des montres d'exception. Et surtout un immeuble de 4000 m² sur la prestigieuse avenue Foch de Paris, estimé à 107 millions d'euros et qui contient notamment des objets d'art, un hammam, un robinet en or, un salon de coiffure et une discothèque. Donc, selon l'observateur Palga, tout ce patrimoine-là se trouve à Paris, en France, et il est condamné pour blanchiment de capitaux, détournement donc de fonds publics, détournement de fonds sociaux. Et la semaine dernière, les députés français ont adopté une loi pour retirer tous les biens qui ont été donc acquis de façon illicite, les biens qui ont été donc détournés dans les pays. Et la Guinée équatoriale pourrait donc être le premier pays à être frappé par ce mécanisme-là. Et si les biens sont récupérés, on investit les biens pour des actions de développement en faveur de la population parce qu'on estime que c'est la population qu'on a dépouillée et donc les biens qui ont été mal acquis, on retourne ça dans le pays et on mène des actions de développement en faveur de la population. Et selon l'observateur Palga, cette condamnation à Paris ne peut pas empêcher Théodorin Obiang de dormir parce que c'est juste une petite partie qui pourrait être confisqué. Et avec ce qu'il a, il ne peut pas être inquiété, sans compter qu'il peut également faire recours, le dernier, à la Cour européenne. Et donc, ses avocats disent qu'ils vont travailler à ce que le recours là soit déposé pour contester la condamnation de la Cour de cassation de Paris. Mais en attendant, la Cour a rejeté le pourvoi en cassation et il est condamné à 3 ans de prison avec sursis. Il devrait aussi verser une amende de près de 20 milliards de francs CFA. Ça, c'est rien ou pour lui. Ou plutôt 20 millions de francs CFA pour l'amende. 20 millions pour son patrimoine qu'on a cité. C'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Mais ces avocats disent en tout cas qu'ils vont poursuivre jusqu'au dernier recours pour ne pas que le fils du président équato-guinéen soit enfermé. Bon, de toute façon, que l'affaire sorte comme ça, c'est toujours bien. Et je pense que ça pourrait interpeller le peuple équato-guinéen parce que, quoi qu'on dise, hein, à leur niveau aussi, ils peuvent chercher à faire des enquêtes. Quand à l'extérieur, quand même, on vous dit que le président, enfin, le fils de votre président ou votre vice-président, le fils du président qui est vice-président en même temps, devrait... un patrimoine pas tellement licite, vous allez chercher à comprendre plus. Est-ce que le peuple équato-guinéen peut le faire aujourd'hui? Certainement, c'est parce que les enquêtes n'ont pas abouti à l'interne que ça aboutit en France. Parce que pour qui connaît la Guinée équatoriale, on sait comment le pays est dirigé. Depuis plus de 40 ans, vous imaginez que ce n'est pas une démocratie. Et donc, facilement, la population ne peut pas se révolter. C'est pratiquement une monarchie qui y règne. Et vous êtes obligé de suivre ce que le roi dit. Et en France, ce n'est pas un Guinéen qui a déposé, mais c'est plutôt des ONG françaises. On parle de l'ONG Sherpa et l'ONG Transparency International, donc de grandes ONG qui ont constaté la vie de prince que mène le fils du président et qui auraient également des informations sur son patrimoine en France, qui ont déposé donc la plainte. Et il a été condamné, vous vous rendez compte, en 2017. Donc, 3 ans après, l'affaire est toujours d'actualité. Donc, on imagine que au plan local en Guinée équatoriale, le peuple ne peut vraiment rien faire face à cela. Mais de toute façon, avec la confiscation qui est annoncée, avec le mécanisme adopté en France pour la confiscation des biens mal acquis, on pourrait réinvestir au profit de la population. C'est peut-être cette situation que les Équato-Guinéens pourront profiter et non pas plus. Bien sûr. Malheureusement. Bon, vraiment, en fait, moi, ça m'interpelle parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait du fils d'un de nos présidents africains, notamment avec Kambo, je crois. Franchement, c'est comme si les fils des présidents
quand même de pays qu'on suppose ce sont des pays en voie de développement, Exact. des pays pauvres. Et puis ces fils de président là se retrouvent en Europe et c'est toujours avec des maisons pas possibles, des soirées luxueuses, des soirées qui coûtent vraiment des millions ou des milliards, toujours à faire la belle vie en Europe et tout. Bon, toujours... c'est à piller les richesses. C'est récurrent en Afrique, c'est malheureux. C'est la réussite en fait. C'est malheureux parce que quand vous regardez les démocraties africaines, elles ne sont pas aussi fortes que ça. Il y a quelques pays, quelques rares pays où on ne peut pas vivre ces situations. Bien sûr, il y a des situations, mais à comparer, je pense que il y a des pays quand même qui ont des démocraties plus ou moins bien posées et les dirigeants ne peuvent pas se permettre de telles situations. Mais il y a d'autres pays également où on ne parle pas de démocratie, où c'est le président et quand vous regardez, ce sont des présidents qui ont duré au pouvoir avec des actions qui balaient la démocratie et donc des présidents qui peuvent faire la pluie et le beau temps dans le pays, qui peuvent également faire l'enfer également dans le pays. Donc, les populations subissent ce que le roi décide. Et c'est comme ça. On a vu au Mali, après la chute de Ibeka, le fils de Ibeka Karim Keïta qui est également condamné, qui a des problèmes avec la justice. On découvre aussi son patrimoine qu'il a dans d'autres pays, en France, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays. Alors, c'est malheureux, malheureux et on espère que le vent de la démocratie va souffler dans ces pays et les populations pourront en tout cas vivre dans un état de droit. 40 ans de gestion dans un pays, on n'est pas sûr que la population peut faire quelque chose. Bon, moi je suis tentée de dire que donnez tout à vos enfants, mais accompagnez tout ça avec une bonne éducation, quoi. Est-ce que quand on a... Bon, on ne va pas en faire le débat ici, mais je me demande, est-ce que quand on a quand on a la gestion des caisses d'un pays, on peut parler encore d'éducation? C'est la grande question. Parce que c'est l'argent qui pourrait faire l'éducation. C'est l'argent, le mettre en mots. Et donc, tout ce qui est éducation, tout ce qui est bonne manière, franchement, c'est balayé. C'est pas évident. Merci à toi, Adèle. Comme tu l'as dit, on va pas faire le débat ici. Certainement, c'est un sujet qu'on va reverser dans un nœud sur la société avec Serge Youssef, certainement. Merci à toi pour ces analyses. Merci à toi. Merci à tes téléspectateurs. Très belle journée en compagnie de Savane Média. Merci. En attendant, nous poursuivons jusqu'à 9h et avec d'autres invités. Après Adèle, nous allons recevoir une dame sur ce plateau. On va y aller pour la météo et on se retrouve derrière. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savoir lire et écrire est un impératif au développement, élément moteur de cohésion, d'union et d'épanouissement. Alors main dans la main, nous disons oui, oui à l'éducation et à la scolarisation de la jeune fille. Yeah. Éduquer, c'est développer, acquérir les connaissances, inculquer des valeurs aussi, de santé, de citoyenneté. Ce clip sur l'éducation annonce notre invitée du jour puisque elle est dans l'éducation, dans la généralité, l'éducation des jeunes au sein de la société, mais également à l'école. Nous allons présenter notre invitée après ceci. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Ouattara née Savatogo Nwenkune Yolande. Elle est la présidente de l'AMEB, l'amicale des éducatrices du Burkina. Bonjour à vous, Madame Ouattara. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'AMEB? Quels sont les objectifs de l'AMEB? Ok, merci à vous et d'abord merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Et bonjour à tous les téléspectateurs, sans oublier les membres de l'amicale, les amébiennes qui nous suivent à ce moment. Et voilà, l'amicale des éducatrices du Burkina, c'est une association et à but non lucratif, voilà, qui est née du constat aujourd'hui de l'incivisme qui va s'agrandissant. Et l'éducation de nos jours ne fait que se dégrader. Quand on regarde sur le terrain, on voit que, par exemple, au primaire, on voit des jeunes enfants du CE2, du CM1 qui tombent enceintes. Voilà, à l'école, il y a pas mal de difficultés. Les enfants, souvent, ils consomment des stupéfiants. Et ils s'adonnent à pas mal de pratiques. Tout dernièrement, on a vu sur le terrain des enfants qui ont lapidé sur une ambulance. Voilà, c'est fort de ce constat que des enseignantes qui se sont dit, voilà, nous sommes des éducatrices, nous sommes des mères, nous sommes du corps. Voilà, si on se donne la main, on peut faire quelque chose pour apporter notre touche à l'éducation. Donc c'est une association qui regroupe des enseignants de la maternelle jusqu'au poste primaire. Et vous avez parlé des objectifs. Voilà, c'est promouvoir l'éducation et en particulier celle de la jeune fille. En particulier celle de la jeune fille. Vous êtes éducatrice. Est-ce qu'au sein de la MEB, on ne retrouve justement que des éducatrices ou bien d'autres membres? Oui, rien que des éducatrices. Voilà, rien que des éducatrices, ce sont des enseignantes seulement. Voilà, enseignantes seulement. Voilà, c'est comme j'ai dit, du primaire, de la maternelle, du primaire, du secondaire et du post-secondaire. Vous vous intéressez à l'éducation des jeunes, c'est vrai. La spécificité, c'est justement donc la jeune fille, mais vous vous intéressez aussi aux jeunes en général, consommation de la drogue, lutte contre la consommation donc des tabacs et stupéfiants au niveau des écoles. Comment la sensibilisation se fait avec les jeunes sur le terrain? Bon, à ce niveau, je pense que c'est jusqu'à 2 volets, puisque vous savez que les enfants, il y a certains enfants qui sont détenus dans les prisons. Voilà. Et ce sont nos enfants. Si un enfant se retrouve en prison, c'est parce que forcément, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans son éducation. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Et ces enfants se retrouvent là-bas. Et par moment, nous avons eu à faire une sortie à la Mako. Voilà. Et
au cours des années, les dames vont aller encore dans les provinces, puisque l'association, elle est nationale. Dans certaines provinces, elle est représentée. À la MACO, d'abord, c'est aller échanger avec ses enfants, voilà, parler avec eux pour les faire comprendre certaines choses. Si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais faire comprendre à ses enfants que ce qui n'a pas marché et qui l'a amené à se retrouver dans ce lieu, s'il se décide de changer de vie, de changer de comportement, il peut reprendre sa vie, il peut se rattraper, il peut devenir quelqu'un de bien, voilà, s'il prend la décision. Maintenant aussi, nous partons, il y a des camps que nous organisons, à travers lesquels aussi nous sensibilisons les jeunes enfants pour leur parler des méfaits de la consommation des stupéfiants. Voilà, et nous faisons aussi des sorties dans les lycées, dans certains lycées, pour rencontrer les jeunes, échanger avec eux, leur montrer les conséquences, les inconvénients de ces pratiques-là. Voilà, pour les mettre en garde, pour qu'ils sachent. En faisant ça, voilà ce qui peut arriver. Et qu'est-ce qui vous revient quand vous partez sur le terrain, vous rencontrez ces élèves? Quel est le constat que vous faites? Parce que ce qui nous revient aujourd'hui, c'est que ces écoles-là sont devenues vraiment des nids de consommation de tabac. Et c'est un peu dans ces lieux-là même que ces trafiquants de drogue et ceux qui font de l'argent justement à travers le trafic de ces stupéfiants-là partent surtout dans ces écoles-là pour vendre ces stupéfiants. Est-ce que c'est le même constat que vous faites? C'est le constat, c'est dommage parce que tout simplement, il y a la naïveté qui est là, il y a la méconnaissance du danger qui est là, et il y a aussi l'irresponsabilité, si vous me permettez de le dire comme ça, des parents aussi qui est là. Et il y a aussi un volet qui fait que les enfants aujourd'hui, quand ils arrivent au collège, ils se prennent, ils se disent qu'ils sont grands. Voilà, on est arrivé au collège, on est grand, on peut faire ce qu'on veut. Et la recherche du gain facile. Quelqu'un qui vient proposer, par exemple, un enfant qui est là, que son papa peine à lui donner assez d'argent pour prendre soin de lui-même, il arrive à l'école, voici son camarade qui s'habille très bien, qui vient avec un portable iPhone, qui vient avec des choses comme ça. Le vouloir ressembler à la personne, quand tu viens, tu proposes à cet enfant-là, prends ça, va vendre, ou bien en faisant ça, tu peux avoir de l'argent. Mais facilement, il va s'adonner à ça. Et en plus que ils sont élèves et ils veulent gérer des petites copines quelque part, il faut savoir chercher à corrompre la fille, voilà. Et il va le faire parce qu'il a besoin d'argent pour pouvoir ressembler aux autres. Il veut, voilà, lui aussi, il veut se faire grand, il veut, voilà, se montrer. Donc l'entourage joue beaucoup? Beaucoup. La mauvaise compagnie, oui, ça joue beaucoup. Et quand on parle de consommation de stupéfiants, de drogue et autres, on avait tendance à penser plus que ce sont les jeunes hommes, les garçons qui sont dans ça, mais c'est ainsi, on nous révèle que des filles consomment la drogue, la cigarette. Bien sûr, même les filles en consomment. Et ce qui est pire, c'est que ce n'est pas seulement au collège, seulement au collège, même à l'école primaire. À l'école primaire, on a surpris plusieurs fois des enfants à l'école primaire qui consomment. Voilà, d'où ça vient. Souvent aussi, il y a les parents aussi, quand on voit le papa fumer, ou bien le fait d'imiter l'adulte. Voilà, tout ça joue sur l'enfant. À l'école primaire, il y en a qui consomment. Les filles en consomment, voilà. Autre sujet sur lequel justement vous sensibilisez aussi les jeunes, c'est notamment donc la sexualité. Beaucoup. Donc on va parler de ce volet aussi, parce que pour vous, il faut parler de sexualité aux jeunes. Il faut parler de sexualité sans tabou, expliquer tout aux jeunes. Est-ce que ça, c'est pas risqué aussi? C'est pas risqué, c'est pour plutôt protéger l'enfant. Au fait, vous savez, c'est ça notre plus grand problème. Les parents évitent de parler de sexualité aux enfants. Et ça fait on regarde ça comme un sujet tabou. Je sais que même à l'école et dans la classe, le jour que le maître veut faire une leçon sur la sexualité, vous voyez que les enfants sont gênés, ils sont tous gênés, ils ne veulent pas qu'on en parle, voilà. Mais il faut en parler, il faut apprendre à l'enfant, par exemple la jeune fille qui voit ses menstrues, il faut que les parents arrivent à causer avec la jeune fille pour lui faire comprendre, voilà, tu es devenue femme, tu ne dois plus, il faut faire attention à toi, tu ne dois pas coucher avec un homme. Faire comprendre à l'enfant
à l'enfant, en couchant avec un homme, voilà ce qui peut t'arriver. Tu peux tomber enceinte et en tombant enceinte, il y a beaucoup de risques que tu cours. Et même aux jeunes garçons aussi, tu peux enceinter une fille, tu vas mettre sa vie en danger. Et il faut prendre les études au sérieux. Voilà, la sexualité, il faut en parler c'est parce qu'on n'en parle pas que plusieurs enfants tombent dans ces pièges-là. Ils partent à l'école, c'est avec les camarades qu'ils apprennent certaines choses et avec les médias, les réseaux sociaux, ils apprennent certaines choses. Mais par moments, c'est l'ignorance. L'ignorance, par exemple, une jeune fille qui va, parce qu'un garçon l'a payé simplement peut-être une bouteille de coca de 500 francs ou bien la viande de 500 francs. Et il dit, bon, suis-moi. Et elle ne sait pas que elle a le droit de dire non à cette personne-là. Elle ne sait pas qu'elle a le droit de refuser de coucher avec cette personne. Mais peut-être simplement parce qu'on t'a dit non, viens, je vais te voir, voilà. Elle aussi, d'en vouloir, essayer de vouloir paraître comme les autres, facilement, elle tombe dans le piège et paf. Madame Ouattara, quand je parle de risque ici, parce que parler de la sexualité sans tabou à nos enfants, moi je prends le cas des parents à la maison, ça reviendrait à parler ou à vulgariser aussi les méthodes contraceptives et autres. Parce que ça va très souvent ensemble. Quand on explique la sexualité aux enfants, après on leur explique aussi comment on peut se protéger des IST, comment on peut se protéger donc des maladies ou éviter une grossesse. Est-ce que quand on fait ces deux-là, parce que ça a tendance à aller ensemble, c'est pas encourager aussi ces jeunes-là à aller à la sexualité? Bon, moi je pense que, pour ma part, je préfère qu'on en parle à l'enfant, si on ne peut pas l'empêcher d'avoir des rapports sexuels avec elle, parce que qu'on en parle ou pas, elle peut le faire. L'enfant ou là, il peut le faire. Voilà, que ce soit le garçon ou la jeune, il peut le faire. Autant lui en parler, qu'il sache se garder, qu'il sache se protéger, que ne pas lui en parler et le laisser aller tomber, prendre des maladies, des grossesses, voilà. Bon, je préfère en tout cas qu'on en parle pour le protéger. Et quand on parle aussi de... Vous avez parlé tantôt de la modernité avec les télévisions Internet, les jeunes ont tendance à aller chercher ailleurs. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il faut retourner peut-être à l'éducation d'antan? Parce que, quoi qu'on dise, avant, il y avait un mythe autour du sexe. Est-ce qu'on peut retrouver ce mythe-là, selon vous, autour du sexe, faisant de telle sorte que, on se rappelle qu'il y a des grands-parents qui vont jusqu'à dire, si tu vois tes menstrues et que tu approches, je ne parlerai pas d'avoir des relations intimes, mais tu approches un homme, c'est la mort. Il y a des parents qui allaient jusqu'à dire cela. Est-ce qu'il faut encore mystifier, aller vraiment vers le mythe de la sexualité pour protéger plus nos enfants? Je pense que c'est possible parce que j'ai vécu la situation. Je sais que quand j'étais encore petite, depuis mon CM2, quand j'ai eu le CEP, ma maman m'a dit: ah, les garçons, si un garçon t'approche, s'il te fait la courbe, s'il te donne quelque chose, il veut coucher avec toi. Et si tu acceptes, il va faire ça, tu vas tomber malade, tu vas tomber... Mais j'ai pris ça tellement au sérieux que une fois à l'école, c'est juste une petite parenthèse, une fois à l'école, il y a un jeune homme qui m'a approché, il m'a écrit une lettre et puis il m'a donné, il a mis 2500 francs dedans, il est venu me remettre. Mais ça m'a énervé. J'ai dit, mais c'est moi tu veux acheter. Je suis allée dans sa classe, j'ai tempêté sur lui. J'ai dit, c'est moi tu veux acheter, c'est moi tu veux détruire. Mais c'est souvent, s'il le faut, vous m'excusez, il le faut souvent pour les jeunes enfants, pour leur faire... C'est vrai que c'est des mythes, c'est vrai, mais ça l'amène à craindre la chose, ça l'amène à ne pas... à se méfier de la chose et à prendre ses distances avec ça. Et pour la petite parenthèse, on parlait d'un camp, tout ce qu'on peut-être on va en parler. On a conçu un document pour ce camp. Et à l'intérieur de ce document, vous savez que c'est des jeunes enfants qu'on va encadrer. Il y a des parties où il y a des vérités, bon, en tout cas il y a des personnes qui sont vraiment très exagérées, où j'ai dit aux jeunes enfants, c'est des élèves de CM2, j'ai dit aux jeunes enfants, les personnes méchantes peuvent venir vers vous
pour vous courtiser, pour faire chercher à coucher avec vous. Il peut vous proposer de l'argent, il peut vous proposer des choses juste pour coucher avec vous. Ces personnes-là sont des personnes méchantes, ils ne veulent pas de votre bien, vous ne devez pas accepter. Mais c'est exagéré, c'est vrai. Mais l'enfant, quand il capte ça, vous savez, ils sont jeunes, ils croient à ce qu'on leur dit quand on parle d'éducation. Mais quand ils captent ça, le jour que quelqu'un va venir lui dire jeune fille, viens ici, je vais faire. Mais on lui a dit que c'est une personne méchante, qui ne veut pas de son bien, elle ne va pas accepter. Elle va se dire, voilà, il y en a qui va se dire, non, pourquoi on m'a dit qu'un homme qui vient vers moi, je suis petite, un homme qui vient vers moi pour me cotiser, pour coucher avec moi, il veut détruire ma vie. Oui. Elle peut refuser. Il faut souvent avoir ça en tête. Oui. Et l'autre question justement à laquelle vous intéressez, c'est la gestion aussi des menstrues de la jeune fille. Oui. Comment justement entretenir l'hygiène ou prendre soin d'elles quand elles sont en période de menstrues. Vous êtes éducatrice et c'est sûr que sur le terrain, vous avez vu des enfants, des jeunes filles de CM2, CM1, parce que très souvent ça commence à cet âge-là, qui ont du mal aussi à leur période de menstrues de les contenir ou de bien les gérer. Comment la sensibilisation aussi se fait à ce niveau? Merci. À ce niveau, c'est en tout cas parler autant qu'on peut de l'hygiène des menstrues. Vous savez, les enfants, c'est comme je parlais tout à l'heure de la sexualité, je dis que c'est tabou. Beaucoup de parents n'en parlent pas aux enfants. Il y a des enfants qui vont voir leur menstrues comme ça. Voilà. Elle ne sait pas ce que c'est. Il y en a même qui voient leur menstrues sans que leurs parents ne le sachent. Mais vous en parlez à l'école? Bien sûr, on en parle, mais ce n'est pas suffisant. C'est seulement au CM1, CM2, c'est juste quelques leçons, peut-être une leçon qu'il faut en parler, mais pour une enseignante, voilà, on en parle souvent. Moi, je sais que même hors des cours, voilà, hors de ça, il y a des moments quand j'ai un temps libre avec les enfants, j'échange avec eux sur l'hygiène corporelle, voilà, sur plusieurs choses. Donc, et quand ils voient ça, elle voit ça non seulement, c'est nouveau pour elle, et il y a l'hygiène qui est là. Elles ne savent pas. Quand on ne leur dit pas, voilà comment il faut se comporter, il faut changer les couches. Il y en a qui peuvent rester avec peut-être la même couche comme ça. Elle passe à côté de toi, c'est difficile de respirer. Elle ne sait pas comment elle doit s'y prendre pour être propre pendant ses menstrues. Voilà, elle le vit comme ça. Elle sait peut-être qu'il faut porter peut-être une couche, elle va prendre un pain quelque part, elle va le porter. Il faut apprendre la gestion de cette période-là aux enfants. Voilà. Il faut l'apprendre, la fabrication aussi des serviettes réutilisables. Voilà, les apprendre comment elle peut elle-même confectionner sa serviette et lui apprendre qu'il faut le laver, il faut la laver à tout moment, au moins se laver elle-même d'abord, au minimum 2 à 3 fois par jour. Voilà, changer les couches à tout moment parce qu'il y a des risques aussi de maladies quand ça reste. Voilà. Et faire comprendre aussi à la jeune fille que c'est normal, c'est une chose qui est normale. Voilà. Et il y en a quand elles sont dans cette période-là, elles sont... Voilà, au début, il y a certaines qui n'arrivent pas à bien manger. Oui. Et surtout à l'école, tu vois que l'enfant, elle prend de l'écart par rapport aux autres. Voilà. Pas mal de choses. Il faut tout simplement encourager. Pour vous, il faut en parler déjà à la maison et ensuite vous allez accompagner. Et justement, pour loger toutes ces activités-là, au sein d'un cadre, vous décidez d'organiser un camp vacances pour les élèves, un camp vacances éducatif, on va le dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce camp vacances? Ok, merci. Ce camp vacances, je le disais tout à l'heure, on l'organise en faveur des enfants qui ont eu le CEP. Voilà, parce que c'est vrai que même au CEP, il y a pas mal de difficultés que les enfants rencontrent. Mais la plupart du temps, quand ces enfants arrivent au collège, c'est là que... beaucoup d'enfants tombent dans certains pièges. Je parlais tout à l'heure de la mauvaise compagnie qui est là. Voilà, le fait de vouloir ressembler à certains, il y a pas mal de difficultés. Et facilement, les enfants tombent dans ces pièges. Et la transition du primaire au collège, c'est une vie carrément différente. Et lorsque les enfants ne sont pas préparés, c'est pas facile pour eux. Donc, c'est pour ça que nous organisons ce camp en faveur des enfants qui ont eu le CEP, c'est à Yako. Voilà, pour les préparer
Et en tout cas, les donner le maximum qu'on peut pour qu'une fois arrivé au collège, qu'ils sachent se comporter. Et en tout cas, quand on va parler de l'hygiène, apprendre à l'enfant à être propre sur tous les plans, comment il peut se comporter avec ses parents, comment convaincre ses parents de ses choix et tout. Voilà, comment régler les conflits avec ses parents et comment il peut s'organiser, planifier son année scolaire. Voilà, s'auto-s'évaluer lui-même, planifier un calendrier scolaire et puis à la maison. Et l'hygiène... Parler aussi de... Les cycles menstruels, on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a la gestion des menstrues. Voilà, la gestion des menstrues. Pour la jeune fille. Oui, pour la jeune fille. Mais ça veut dire que pour ce camp vacances, c'est uniquement pour filles? Oui, non. Jeunes garçons comme jeunes filles. Ok, parce que les thèmes sont variés. Oui. Il y a les conséquences des grossesses indésirées aussi sur la vie de l'enfant, les conséquences de la consommation des stupéfiants aussi pour l'enfant. Et en tout cas, il y a pas mal de choses. Et puis, beaucoup d'enseignements aussi sur le civisme, l'incivisme et le civisme. Voilà, apprendre à l'enfant à respecter son aîné, apprendre à l'enfant à respecter son enseignant, les grandes personnes. Voilà. Et pour cette année, ça va se tenir quand et quelles sont peut-être les conditions de participation? C'est du 3 au 7 août. Du 3 au 7 août, je voulais par ce canal féliciter tous les membres de l'association, parce que ce sont les membres de l'association qui ont cotisé. Voilà, qui ont cotisé pour que ce camp puisse se tenir. Et les conditions de participation, vous savez que c'est à Yako, je l'ai dit tantôt, puisque c'est la première fois que nous organisons ce camp. Donc on a voulu le faire dans un seul lieu. Et les représentantes de l'association qui sont dans les provinces, elles viendront. Et ensemble, on va mener le camp, encadrer les enfants là. Et chacune va s'inspirer de l'expérience et des failles et tout. Les années à venir, chacune va organiser dans sa province. Voilà. Donc, les enfants, vous savez que c'est un milieu, c'est un peu un milieu rural. On sait qu'il y a la pauvreté qui est là. Les parents peinent déjà à subvenir aux besoins des enfants. Et l'importance du camp, ils ne peuvent pas le comprendre pour nous. Donc, c'est gratuit pour ces enfants. Voilà, c'est gratuit pour ces enfants. Nous voulons juste les aider à réussir leurs études. Et en tout cas, c'est des centaines d'enfants qui seront là. Et en même temps, si vous me permettez, j'en appelle aux bonnes volontés qui sont là, qui peuvent nous soutenir parce que c'est pas facile. Oui. Voilà. Les enseignantes ont cotisé pour organiser un camp vacances éducatif. Toujours à boucler. D'accord, donc nous espérons que les bonnes volontés vont certainement vous contacter. On vous permet de laisser un numéro. Ok, 63 50 50 88. 63 52 fois 88. Ok, merci à vous d'être passé. On vous souhaite encore bonne suite. Et bonne suite aux éducatrices. Merci en tout cas de faire le bonheur du peuple en éduquant nos enfants et surtout en quittant la pédagogie pour aller vers le social. Merci. Nous étions avec Madame Ouattara Savadogo Wenkouni Yolande, présidente de l'AMEB. L'AMEB, c'est l'amicale des éducatrices du Burkina Faso. Avec elle, nous avons parlé des activités de l'AMEB et surtout aussi de leurs activités concernant la sensibilisation des jeunes. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Et comme vous le savez, chaque jeudi, vous avez droit à votre chronique Terre à Terre. Aujourd'hui, nous vous proposons un élément en rediffusion. Il s'agit donc de l'entretien que nous avons eu avec Dr Serge Igo. Rappelons qu'il est chercheur à l'IRSAT et il nous parle du Bitatoré. Ce jour-là, justement, notre entretien concernait le Bitatoré et on va vous expliquer ce que c'est. Et c'est dans cet élément en rediffusion. Sur ce plateau, aujourd'hui, pour la chronique Terre à Terre, nous recevons un docteur. Il s'agit donc de docteur Serge Igo. Il est chercheur à l'IRSAT. L'IRSAT qui est l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques. Vous avez justement découvert cet institut hier avec le directeur que nous avons reçu dans la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec docteur Serge Igo qui est justement chercheur à l'IRSAT et bien sûr coordonnateur du projet Bitatoré ou autocuiseur que nous allons découvrir plus à travers la rubrique Terre à Terre aujourd'hui. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour.
Alors, docteur Igo, vous êtes de l'IRSAT, donc vous êtes chercheur à l'IRSAT. Nous avons parlé de l'IRSAT hier avec votre directeur. Vous, en tant que chercheur, est-ce que tout se passe bien au niveau donc de l'IRSAT? Vous avez les moyens nécessaires pour faire vos recherches? Merci bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez de parler du Bitatoré. Cela dit, nous avons quelques moyens pour faire la recherche. Ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est quand même suffisant pour avoir un certain nombre de résultats, dont le Bitatoré. Donc, je peux dire que globalement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Oui. Parlons maintenant du Bitatoré ou autocuiseur, donc en français. Bitatoré amoré, donc ça veut dire quoi? Ça cuit, ça cuit tout seul. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette technologie? Oui. Alors, le Bitatoré, comme vous venez de le dire, c'est un dialecte amoré, donc qui veut dire en français qui cuit tout seul, ou autocuiseur. Donc, ça veut dire que c'est un système qui permet de cuire les repas à un certain moment donné, sans utilisation d'une source d'énergie quelconque. Ça veut dire que c'est le système lui-même, le Bitatoré, qui va autogénérer cette source d'énergie-là. D'où le nom Bitatoré, Habitatoré, comme on le dit en moré. Et je complète parce que le Bitatoré, tout comme les foyers améliorés, sont des équipements économes en énergie. Donc des équipements qui permettent de réduire la consommation d'énergie au niveau des ménages, au niveau de la restauration également. Voilà, donc ce sont des équipements d'efficacité énergétique comme on les appelle. Voilà. Et on va voir ça certainement en images. Nous avons donc des images du Bitatoré. Nous espérons qu'avec la complicité de la réalisation, nous allons voir ces images d'ici là. Alors, monsieur docteur Igo, on parle du Bitatoré. Est-ce que c'est... Vous avez parlé tantôt donc, de comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne avec justement de l'énergie, l'électricité? Oui. Non. Non. Je vais reprendre. Parce que au niveau du mode de fonctionnement, ça permet de poursuivre la cuisson des repas sur un foyer classique. D'accord. Voilà. Vous ça pouvez veut utiliser votre bois, le charbon, voilà, le vous gaz. commencez la cuisson avec le bois, le charbon de bois ou le gaz butane. Et à un certain moment donné du processus de cuisson, vous arrêtez la cuisson sur le foyer, vous coupez votre gaz, ou bien votre feu, ou votre charbon de bois, ça dépend de la source que vous utilisez, et vous transférez votre marmite avec tout son contenu dans le Bitatoré, qui lui va se charger de la poursuite de la cuisson jusqu'à terme. Voilà. Et quelle est l'histoire ou l'historique de cette technologie au Burkina Faso? Alors, en matière d'historique, de ce que je sais, parce que je suis relativement un peu jeune à l'IRSAT, ça date des années 80, par là, avec l'appui de la coopération technique allemande, que la technologie a été introduite et développée. À l'époque, ils ont développé 3 modèles. Donc, il y avait un modèle en panier, un modèle métallique et un modèle en bois. Et des 3 modèles-là, c'est le modèle panier qui a connu le plus de succès. Ce qu'il faut dire également, c'est que je parlais de la coopération technique allemande, parce que les Allemands, il me semble, avaient déjà l'expérience de cette technologie-là, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où ça a aidé les ménages, les populations dans la cuisson, dans la conservation des repas, puisque vous savez qu'en période de guerre, les gens sont dans une précarité, donc ce n'est pas évident, et le Bitatoré ou l'autocuiseur a aidé donc les familles à ce moment-là. C'est cette expérience-là qui a été plus ou moins transférée au Burkina dans les années 80 à travers la coopération technique allemande, la GTZ. Et bien sûr, on voit les images qui passent. Hein. Et là, c'est vraiment du moukol ou du rigra tout simplement que Madame a dans sa marmite. Et elle a placé dans le Bitatoré. Ça veut dire que si vous placez votre nourriture, vous refermez, vous fermez aussi le Bitatoré. Voilà. Quelque temps après, combien de minutes par exemple? Ou combien d'heures? Ça dépend des mets. Ça dépend des mets. Ça dépend des mets. Ça peut aller de quelques minutes à plusieurs heures. Donc ça dépend des mets que vous cuisinez.
Ce qu'on se demande, c'est à partir de quelle étape de la cuisson on peut mettre notre nourriture dans le bitatoré. Vous avez parlé de dès que le processus est déclenché et tout, mais est-ce qu'il faut attendre peut-être que vous finissez de frire peut-être les choses, mettez l'eau, mettre le riz et en même temps vous refermez, vous mettez dans le bitatoré, ou bien à partir de quel moment on peut... Voilà, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que dans l'esprit du bitatoré, il faut que le repas soit suffisamment chaud. Suffisamment chaud. Emmagasine suffisamment d'énergie sur le foyer classique. Voilà, pour que la cuisson puisse se poursuivre normalement dans le bitatoré. Donc habituellement, on considère que lorsqu'on atteint l'ébullition plus quelques minutes, on peut faire le transfert. D'accord. Mais des récentes études ont montré que, par exemple, pour le modèle métallique amélioré, on n'a pas forcément besoin d'atteindre cela. Donc, bon, tout dépend, mais c'est des recherches qui sont toujours en cours, voilà, sur cette question-là. Alors, docteur, on va parler maintenant des avantages du bitatoré. Quels sont les avantages de cette technologie? Il y a beaucoup d'avantages du bitatoré. Déjà au niveau des utilisateurs qui sont majoritairement des femmes, comme vous le savez. Le premier avantage, c'est les économies d'énergie qui entraînent forcément des économies financières, monétaires. Et vous savez que si vous économisez de l'argent, ça ne fait pas du mal. Et le deuxième avantage, c'est le gain de temps. Parce que comme on vient de le dire, une fois que le repas est dans l'autocuiseur, dans le bitatoré fermé hermétiquement, c'est fini, on n'attend plus que la fin de la cuisson. Donc pendant ce temps-là, la femme peut faire vaquer à d'autres occupations. Et vous savez que les femmes ont tellement d'occupations au cours d'une journée, donc ça peut aider à ce niveau-là. Troisième avantage, c'est que, comme vous avez remarqué, la cuisson se limite maintenant à une phase de pré-cuisson, n'est-ce pas? Donc la cuisson n'est pas totale avec le bitatoré. Donc les femmes sont moins exposées aux fumées, et ce qui améliore leur santé. Et enfin, l'autre avantage, c'est la flexibilité que le bitatoré apporte au travail des femmes au niveau de la cuisine. Avec le bitatoré, on n'est plus obligé de suivre la cuisine matin, midi, soir, puisque vous pouvez commencer la cuisine à n'importe quel moment de la journée et votre repas sera cuit normalement et va rester chaud jusqu'à la consommation. Et je profite d'ailleurs de ce point pour faire un clin d'œil aux femmes qui travaillent et qui n'ont pas le temps. Donc pour faire la cuisine par exemple à midi ou le soir, bon, avec le bitatoré, elle peut bien faire la cuisine la nuit et au petit matin, même jusqu'à midi, le repas sera toujours chaud pour la consommation. Il en est de même pour ceux qui font le jeûne et qui sont obligés de se lever très tôt le matin, donc pour faire la cuisine. Est-ce que quelque part aussi, docteur, cette technologie n'a pas de limite? Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver avec sa nourriture cramée? Cramée si on laisse longtemps? Bien sûr, ça ne peut pas tout faire. Voilà, ça ne peut pas tout faire. Il y a des limites au niveau de certains mets. Par exemple, le taux. Pour le moment, on ne l'a pas expérimenté. Voilà. Bon, le taux, vraiment, il faut le faire physiquement. On se demande si on couvre. Ça va être compliqué quand même. Voilà. Parce que le taux a besoin de la présence de la cuisinière du début jusqu'à la fin. Ça, c'est un peu compliqué. Il y a le cas aussi des sauces qui est peu difficile à cuire avec le bitatoré. Comme vous le dites, si vous mettez une sauce dans le bitatoré, le risque, effectivement, c'est de se retrouver à un certain moment donné, et surtout si ça dure, donc avec un concentré de sauce plutôt qu'une sauce. Voilà. Donc, il y a effectivement des limites, mais pour nous, ces limites constituent plutôt des perspectives de recherche. Voilà. Oui. Cramé ou mal cuit aussi souvent, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est possible, ou mal cuit. Oui, c'est possible, bien entendu. Par exemple, on a des paniers, on va revenir sur l'image carrément pour mieux expliquer, permettre aux téléspectateurs aussi de bien voir. On a cette image-là à l'écran qui montre justement un panier. C'est un type de bitatoré. Oui. Ça veut dire qu'on a plusieurs modèles. Oui. Et
qui peuvent prendre plusieurs marmites. On se demande si en fait pour les grosses marmites là, on a des bitatori adaptés à ces marmites. Si on veut faire la cuisine pour Karma, un grand nombre de personnes, est-ce qu'on peut avoir un bitatori adapté? Oui, parce que le modèle que vous présentez ici, c'est le modèle panier standard qui prend jusqu'à la taille de marmite numéro 4. Ça, c'est jusqu'à numéro 4. Ok. Voilà. Après, on peut redimensionner le bitatori en fonction des besoins du client, de l'utilisateur. C'est pareil pour le modèle métallique qui a été conçu pour les restaurants et qui prend jusqu'à la taille de marmite numéro 10. Le modèle métallique, avec la réalisation, suivez un peu avec les images pour qu'on essaie de voir la différence avec les autres modèles. Donc le panier, c'est le modèle panier. Oui. On a le modèle métallique. Le modèle métallique, c'est celui-là. Oui. D'accord. Donc ça, c'est plus grand, on va le dire. Voilà. Et c'est jusqu'à la marmite numéro combien? Numéro 10. Donc c'est fait pour les restaurants préférentiellement. Voilà, parce qu'il n'est pas exclu aussi que les ménages puissent l'utiliser. Il y a des ménages qui ont des familles nombreuses, donc qui pourront éventuellement l'utiliser. Mais l'objectif principal du modèle métallique, c'est vraiment les restaurants. D'accord. Alors, docteur, moi, je suis curieuse. Je me demande ce qui se trouve à l'intérieur, en fait, du bitatori. Qu'est-ce que vous avez installé à l'intérieur qui permet... parce que c'est recouvert, nous, on voit juste... quoi? C'est comme des poufs. C'est recouvert. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour permettre de cuire notre nourriture? Oui. Bon. Ça, c'est pas vos secrets que nous non, mais... connaître, mais... Je veux dire jusqu'à la limite de ce qui peut être dit. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un isolant. Un isolant. Un isolant. Voilà, c'est un matériau qui fait écran, si vous voulez, à la chaleur. Et comme le repas était suffisamment chaud, a emmagasiné suffisamment de l'énergie, c'est cet isolant-là qui empêche cette énergie de quitter le système. Est-ce que vous voyez? Et l'isolant, justement, joue le rôle de barrière, de chaleur, d'écran de chaleur, si vous voulez, permettant ici au repas d'être cuit de façon confinée. Maintenant, à l'intérieur, voilà, il y a beaucoup de matériaux qui peuvent être utilisés pour faire des isolants. Il y a toute une panoplie de matériaux qui peuvent être exploités donc, au niveau de l'isolation de plusieurs. Ça, c'est le secret de la recherche et de l'invention, bien sûr. Ça sera difficile pour le docteur de nous expliquer ça, mais on comprend. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes burkinabées se sont appropriées du bitatori, qui date quand même, mais peut-être beaucoup ne connaissent pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on commence à faire confiance au bitatori? Bon, faire confiance, c'est trop dit. Mais ce qui est sûr, c'est que le modèle panier a connu beaucoup de succès quand même. Il y a pratiquement eu un success story sur le modèle panier à un certain moment donné. Les femmes vraiment se l'ont approprié. Chaque jour que Dieu fait ça souvent, au niveau de l'ESAT, il y a même un problème au niveau de l'offre. La demande est forte. Par contre, le modèle métallique, il est récent parce que ça a été développé dans le cadre du projet autocuiseur dont je suis le coordinateur 2018-2020. On est sur la phase de prédiffusion pour le modèle métallique. C'est-à-dire qu'on a diffusé un échantillon auprès des bénéficiaires et maintenant, l'après-projet va se charger de la phase de vulgarisation. Est-ce que vous voyez? Donc, pour le modèle métallique, pas encore. D'accord, mais le panier, ça commence à sortir. Ça sort. Ça commence même pas, ça sort beaucoup. Il faut plutôt renforcer justement ce marketing-là, la communication autour de ça, pour que ça soit mieux connu des populations. Et en ce moment-là, je pense qu'on pourra en sortir vraiment un maximum. Maintenant, on souhaite avoir une idée des prix du bitatori. Donc, on va repartir avec les images et en fonction de ça, vous allez nous dire à combien on peut avoir, par exemple, le bitatori modèle panier. Les images. D'accord, oui, ce modèle par exemple. Voilà, en fait, ce qu'il faut dire ici, c'est que ce qu'on a, c'est le coût des modèles standards. Ok. Voilà, c'est-à-dire
par exemple, le modèle panier qui prend jusqu'à la taille de marmite numéro 4, il coûte environ 15 000 francs CFA. Pour ce qui est du modèle métallique, qui a été développé pour les restaurants et qui prend jusqu'à la taille de marmite numéro 10, son coût est de 160 000 francs CFA environ. C'est le modèle métallique. Oui. C'est celui-là qui coûte environ 15 000 francs. CFA, Il y a l'autre modèle, la réalisation, suivez-nous s'il vous plaît. Donc, il y a ce modèle-là justement qui va de combien, docteur? 160 000 francs CFA. 160 000 francs. Voilà, CFA. Ça, c'est vraiment pour les restaurants. Hein. C'est vraiment pour les restaurants. Voilà. D'accord, on a une idée des prix. Oui. Donc, est-ce que avec le Bitatoré, vous avez peut-être d'autres projets? Est-ce que vous êtes encore dans la recherche pour l'améliorer? Bien sûr. Le Bitatoré, c'est une technologie, comment dirais-je, qui est améliorable, toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, par exemple, il y a des gens qui sont arrivés à des systèmes de ce genre qui réalisent à peu près 50% d'économie d'énergie. Le nôtre, dans les études récentes que nous avons menées, nous sommes à 40%. Donc vous voyez qu'on peut toujours continuer à travailler pour améliorer les performances énergétiques de cette technologie. Donc la recherche se poursuit, elle se poursuivra justement jusqu'à avoir un équipement, pas parfait, mais un équipement en tout cas qui réponde aux besoins des utilisateurs. Merci bien, docteur. Notre temps est terminé pour cet entretien. On vous permet un mot de fin avant de se dire au revoir. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier pour cette tribune de communication que vous nous avez offerte et profiter de lancer un cri de cœur, en tout cas lancer un appel à l'ensemble de nos partenaires aux bonnes volontés pour que le slogan « Une femme, un Bitatoré » ne soit pas simplement un gadget publicitaire, mais devienne véritablement une réalité pour le bonheur de notre population. Je vous remercie. Merci bien, docteur. Et pour ceux qui veulent avoir le Bitatoré, comment on peut l'avoir? On peut l'avoir à l'IRSAT ou bien auprès des artisans que nous avons formés pour la reproduction vente de la technologie. À l'IRSAT? Oui. Bon, d'accord. Merci bien. Vous pouvez faire le déplacement. Est-ce qu'il y a un numéro Bon, c'est un service public, donc... à l'IRSAT pour avoir le Bitatoré. Merci à vous, docteur, d'être passé. On aura d'autres occasions pour échanger sur d'autres technologies. On vous souhaite beaucoup d'inspiration d'ailleurs pour sortir le Burkina. Donc, pour développer plus le Burkina, on va le dire, puisque vos recherches visent le développement du Burkina Faso. Nous étions avec le docteur Serge Higo. Il est chercheur à l'IRSAT qui est l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Également, il est le coordonnateur du projet Bitatoré ou Autocuiseur. C'est le Bitatoré que nous vous avons présenté à travers la rubrique Terre à Terre aujourd'hui. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous avoir présenté cette émission. Prenez soin de vous. Je rappelle que cet élément que vous suiviez, c'était un élément en rediffusion. Sinon, nous sommes là en direct. Pour la rubrique Terre à Terre, c'était un élément en rediffusion que nous vous avons proposé. Un entretien avec Dr Serge Higo, qui est chercheur à l'IRSAT. Il nous parlait du Bitatoré. Nous sommes en direct sur Savane TV. Et je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons au centre écotouristique de Bagrépole pour la rubrique à la découverte 2. Il faut rappeler que ce centre est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. C'est un centre qui appartient à Bagrépole et après l'inauguration de ce centre, il a fonctionné un temps avant de connaître une période de latence, mais aujourd'hui, ce centre écotouristique a retrouvé sa gloire avec l'équipe de gestion actuelle. Le centre écotouristique a été rénové depuis 2019 et regorge tous les services qu'un complexe hôtelier peut avoir, notamment, donc, on retrouve des logements, 28 bungalows de type divers, des salles de réunion de très grande capacité, un restaurant, un bar, une salle de gym, une piscine et une plage artificielle.
locale. Le centre écotouristique est un patrimoine culturel du Burkina qu'il faut valoriser. En partant au centre écotouristique de Bagré-Pôle, vous pourrez visiter le village des pêcheurs, la plaine risicole, les investissements agro-maraîchers, l'espace de transformation du poisson par les femmes. À Bagré-Pôle, vous profiterez également d'une plage artificielle qui va sur 1 hectare environ et qui est bien aménagée à l'image d'une vraie plage. La plage vous offre un bain au cocotier et un espace pour enfants. La plage, au niveau justement de cette plage, il y a des espaces aménagés pour les jeux de société et pour les promenades. Et dans cette plage, vous profiterez également sentir le sable à vos pieds. À Bagré-Pôle, vous pourrez profiter du plein air, de la faune, de la flore et le jardin potager. Les responsables mettent l'accent sur la consommation des produits made in Burkina, des produits bio surtout, ce qui explique que le restaurant du centre intègre les plats locaux dans leur menu et le centre écotouristique est aménagé spécialement les week-ends pour accueillir les invités, accueillir donc les visiteurs. Mais bien sûr, les jours ouvrables également, le centre est ouvert. Donc, on vous invite à profiter de vos vacances en partant au centre écotouristique de Bagré-Pôle. Pourquoi pas, pour justement passer quelques jours en famille ou passer la journée en famille. C'est ici qu'on se dit au revoir pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour le dernier numéro de Bonjour le Faso en ce qui concerne cette semaine. Rendez-vous demain 7h30. N'oubliez pas, la persévérance est un talisman pour la vie. Cuss.